il faut, je pense, vraiment relancer le pouvoir des idées libres, le pouvoir de la pensée libre. Le partage des savoirs aujourd'hui implique un défi qui est le défi de l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation est pour nous un droit fondamental, humain, malheureusement très loin d'être acquis par des millions d'enfants et de jeunes au niveau global. Angélique Kidjo, avec tous les talents qu'elle explique, et tout le travail qu'il a fait, incarne très bien cette dimension de partage des savoirs. Il y a aussi un deuxième défi qui est vraiment la finalité de l'éducation dans ce siècle, aujourd'hui. Plus en plus, c'est important relancer la dimension humaniste du savoir, ce principe de, je voudrais dire, solidarité humaine et intellectuelle qui sont au cœur du mandat de l'UNESCO. Monsieur Nuccio Ordine, qui je salue aussi, il m'a fait une très bonne interview quand j'étais ministre en Italie. C'est la personnalité qu'aujourd'hui à Louvain peut donner des idées, des inspirations sur ces points. J'ai lu il y a un an et quelques mois, quand je suis arrivée à Paris, un livre très intéressant, Apprendre à ce siècle, et l'auteur était François Taddei. Mobiliser l'intelligence collective, établir une plateforme où la connaissance pour arriver à la sagesse peut devenir vraiment l'objectif de l'éducation dans ce siècle. Aujourd'hui, les universités doivent ouvrir la porte à tous les défis qui sont à l'extérieur. Je veux dire, les universités sont revenues plus en plus les centres, pas seulement pour la génération de la connaissance, qui est la tradition, qui est la raison d'être des universités même, mais surtout avec ces trois dimensions qui sont dans l'essence des universités. Être international, être interdisciplinaire, être innovative, ils sont les moteurs du changement. Félicitations aux trois personnalités honorées aujourd'hui à Louvain. Monseigneur, Messieurs les ministres d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, merci d'être avec nous, Messieurs les recteurs, beste Luc, rector van onze Zuster-Universität de KU Leuven, Mesdames et Messieurs les directeurs présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'université, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, très chers diplômés. Nous avons le plaisir de fêter aujourd'hui des partageurs et des partageuses de savoir. Des personnes qui, chacune à leur manière, contribuent à inspirer et mobiliser, à donner foi et enthousiasme dans le savoir et dans l'avenir. Pour François Taddei, c'est un savoir collaboratif qui traverse les disciplines. Pour Angélique Kidjo, c'est un savoir partagé avec les invisibles et les marginalisés. Pour Nuccio Ordine, c'est un savoir gratuit et désintéressé pour une humanité plus humaine. La recherche et la transmission des savoirs sont plus que jamais au cœur de la mission de notre université, des universités, au moment où se répandent des idées toutes faites, des contre-vérités et des positionnements idéologiques qui entretiennent les tensions et les replis identitaires. L'UC Louvain s'est résolument inscrite pour les 6 années qui les mèneront à son 600e anniversaire en 2025 dans une transition destinée à contribuer avec force et conviction aux objectifs du développement durable. Nous devons le faire prioritairement en lien avec notre responsabilité première, construire le savoir et le partager. Ce thème sert de fil rouge
et aux actions et réflexions que nous menons tout au long de cette année académique sur le thème « Partage des savoirs », un thème qui a été choisi par toutes les composantes de notre université. Et ceci est peut-être le moment, cher docteur honoris causa, de vous dévoiler le processus qui vous a amené sur scène aujourd'hui. Qui est le responsable de votre présence parmi nous? Pour le choix de nos docteurs honoris causa, un appel à candidature est adressé à toute la communauté universitaire et une commission examine les noms qui sont suggérés par les étudiantes, les étudiants, les chercheurs, les membres du personnel, les professeurs. Il y en avait cette année une 50aine. La sélection proposée par la commission est ensuite débattue au sein du conseil académique, qui arrête les noms après une large concertation. C'est donc l'occasion d'une vraie discussion collective qui nous permet d'apprécier la qualité des propositions et d'aboutir à un choix. Alors, de 50 à 3, merci à vous d'être avec nous ce soir et déjà, toutes nos félicitations. Mesdames et messieurs, en prélude de cette cérémonie, de courtes vidéos de témoignages ont été diffusées sur le thème « L'enseignant que vous n'oublierez jamais ». Que ce soit un professeur de français qui, sortant du programme officiel, faisait écrire de la poésie, ou un professeur de sciences qui enseignait en faisant rire, nous sommes aujourd'hui arrivés à la cérémonie officielle. Je me suis abstenu de produire une vidéo moi-même. Il me semble que toutefois, aboutissant ici, c'est maintenant à moi, à mon tour, de témoigner. Mon parcours scolaire n'a pas été un long fleuve tranquille et mon père, qui est dans cette assemblée, peut en témoigner. Alors que j'avais 9 ans, mes parents consultent un centre de guidance en raison de difficultés scolaires. L'analyse réalisée alors indique, et je cite, « Les résultats au test intellectuel reflètent des faiblesses dans les branches qui nécessitent l'expression verbale. » Je compte donc sur votre indulgence aujourd'hui et pour les années à venir. Mon parcours se poursuit en secondaire et croise celui d'enseignants inspirants en mathématiques, avec la découverte de l'élégance, parce que oui, c'est de l'élégance des nombres imaginaires, ou en physique, avec un professeur qui m'invite ultérieurement à réaliser ce qu'on appelait à l'époque mon examen de maturité. Et il me propose de le faire sur la relativité restreinte d'Einstein. En tête de mon travail, je cite Einstein, « L'originalité est plus importante que le savoir ». 10 ans plus tard, ma thèse de doctorat est publiée. Je le dédie à cet enseignant de physique qui, dans mon parcours, m'a inspiré et m'a éveillé à la beauté d'un savoir mathématique nouveau. Nous sommes nombreux dans cette salle à pouvoir partager de tels témoignages. Nous sommes nombreuses à avoir croisé un partageur de savoir qui nous a inspirés, ou une partageuse de savoir qui nous a encouragés et dévoilé de nouveaux horizons. Aujourd'hui, au travers de nos docteurs honoris causa, ce sont aussi tous ces anonymes que nous honorons. Mais venons-en maintenant à nos 3 distingués d'aujourd'hui. En croisant les approches d'un ingénieur, d'un généticien et d'un enseignant au sein du centre de recherche interdisciplinaire qu'il a fondé, François Tadei contribue à construire et transmettre une recherche décloisonnée, une recherche collaborative qu'il développe dans son laboratoire, où je l'ai retrouvé il y a quelques semaines à Paris, en présence de son parrain et de sa marraine. Ce laboratoire, il l'a baptisé « collaboratoire ». Difficile de ne pas rêver d'une université faite de collaboration et de collaboratoires. Les savoirs doivent aussi infuser dans des enseignements dispensés de manière plus participative, plus interactive, pour des publics parfois éloignés des salles de cours, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons sociales. Angélique Kidjo illustre merveilleusement, elle qui soutient
avec énergie des actions de formation des plus faibles et des plus démunis et qui agit pour un accès à l'éducation au sein de l'UNESCO ou de l'UNICEF. Cette énergie, elle la communique aussi par la musique, jusqu'à faire se lever, j'en ai été le témoin, et parfois même danser, le public qui assistait récemment à son concert aux Beaux-Arts à Bruxelles. Partager les savoirs, mais lesquels? Nuccio Ordine est ici pour nous rappeler la nécessité d'une recherche désintéressée et le pouvoir de la pensée libre, dégagée de la contrainte de l'utilité de l'inutile. C'est l'inutilité de l'art, de la culture qui nous relie et qui nous fait humains. Les hommes ne sont pas des îles, choisit-il comme titre de son dernier ouvrage, en nous invitant à nous insurger contre la déshumanisation du monde. Pour Nuccio Ordine, pour Nuccio le passionné, le savoir partagé est un savoir gratuit et désintéressé pour une humanité plus humaine. Mesdames et messieurs, il ne suffit plus aujourd'hui de mener des enseignements et des recherches innovants. Il faut aussi repenser fondamentalement la manière de les partager. À l'UC Louvain, nous avons choisi de soutenir prioritairement l'open education, l'éducation ouverte, et l'open science, la science ouverte, pour une diffusion plus libre, critique et indépendante des savoirs. Cet hommage que nous rendons aujourd'hui aux 3 docteurs honoris causa qui nous font l'honneur de rejoindre notre communauté universitaire est l'occasion de dire notre volonté d'ouvrir les esprits pour se faire se rencontrer les intelligences, comme nous y invite François Tadei, d'ouvrir les cœurs pour vivre une humanité plus humaine, comme nous y invite Nuccio Ordine, et aussi d'ouvrir les savoirs et les offrir à toutes et tous, comme nous y invite Angélique Kidjo. Excellente soirée à tous. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs en vos qualités respectives, chers étudiants et étudiantes, quel honneur d'être parmi vous en cette cérémonie. Une cérémonie célébrant un sujet tellement central au milieu universitaire qu'il en devient presque vertigineux de se rendre compte de tous les aspects de notre vie quotidienne qui sont touchés par le partage des savoirs. On pourrait même dire que l'apprentissage poussé à son paroxysme est ce qui distingue l'espèce humaine de toutes les autres espèces animales, pour le meilleur comme pour le pire. En ce sens, il n'est pas central uniquement au milieu universitaire de s'intéresser au partage des savoirs. Les savoirs et connaissances sont capitales pour chaque être humain. Pour le bon fonctionnement d'un individu et de la société, la curiosité intellectuelle de chacun et chacune doit non seulement être assouvie, elle doit être encouragée. Mais comment atteindre cet idéal de société? Cette utopie où tout le monde pourrait, en quelque sorte, s'éduquer à sa fin? Je vais un peu spoiler et briser le suspense. Je n'aurai pas la réponse parfaite à cette question en 42 mots à la fin de mon discours, mais j'espère aborder des éléments de réponse que vous pourriez trouver intéressants. À ce sujet, une nouvelle particulièrement heureuse est d'avoir une présence africaine parmi nos DHC. Et quelle présence! Une présence toujours engagée pour l'émancipation des femmes en Afrique. Combat que nous soutenons tous, j'en suis sûr, mais auquel il semble parfois difficile de participer depuis notre pays, si distant de l'Afrique et de ses réalités. Je ne peux m'empêcher de parler de quelques potentielles pistes concernant le partage des savoirs entre l'Afrique et l'Europe, car nos savoirs, nos études, n'intègrent presque pas les productions scientifiques, culturelles et intellectuelles venant du continent mère de l'humanité. Et nous continuons à sous-estimer l'apport important de l'Afrique dans le développement de nos connaissances et civilisations occidentales. La décolonisation progressive des savoirs
et politique d'enseignement reste pour l'instant beaucoup trop lente. Et il apparaît urgent d'accélérer la cadence afin que le partage des savoirs entre nous devienne une réalité. Pour preuve, il est intéressant de voir l'accès qu'ont les jeunes Africains à notre système universitaire. Cet accès est déjà relativement complexe. Mais pourra-t-on encore parler d'accès si le minerval des étudiants étrangers, déjà parfois de 4 175 €, se retrouve triplé et que certains jeunes Africains se retrouveront sans possibilité de venir étudier chez nous? C'est ainsi que l'accès au savoir pour des personnes réellement avides de connaissances s'en trouverait obstrué. Le lien entre universités africaines et européennes se développe petit à petit. Mais il ne se développe pas aussi vite que le lien entre universités européennes. Nous avons d'ailleurs l'honneur d'avoir un de nos DHC issu de l'Université de Paris, une autre institution membre de Circle U, l'Alliance d'universités européennes, dont nous faisons partie. C'est un des plus gros projets pour le milieu universitaire européen. Chaque quadrimestre qui passe nous rapproche d'un réseau d'universités européennes plus dynamique et plus vivant que jamais. Le partage des savoirs se concrétise à travers ces alliances, permettant non seulement aux universités membres d'intégrer les bons côtés de chacune d'entre elles, mais le bénéfice de mobilité et de vision du monde pour les étudiants n'est pas à minimiser. À côté de ces très bons côtés, viennent des réserves. Quels objectifs derrière le processus de Bologne? Quels objectifs derrière les alliances d'universités européennes? La volonté de permettre à tous et toutes de profiter d'une mobilité européenne ne fait vraiment pas débat. Cependant, les logiques de compétition, d'élitisme et de marchandisation constituent un doute, peut-être une ombre au tableau. Pourquoi? Parce que le savoir n'a pas à être utile. Finalement, ce qui devrait motiver un étudiant à rejoindre une université n'est pas de faire partie, par exemple, de la première université francophone de Belgique, dont on en est tous fiers, mais bien l'opportunité de s'émanciper et d'apprendre. Trop souvent, l'étudiant ou l'étudiante peine à choisir ses études et trouver sa voie. Généralement seul dans ce processus, doutes et remises en question sont le lot de nombreux et nombreuses d'entre nous. Ce parcours, pourtant plutôt commun, n'est pas à l'abri du jugement, alors qu'on n'hésite pas à valoriser l'idée de reconversion professionnelle. Nous, étudiants et étudiantes, devons être encouragés à poursuivre nos études en fonction de ce qui nous tente. Nous devons être soutenus dans nos démarches de soif de savoir et de curiosité intellectuelle. Se tromper, c'est aussi apprendre. C'est pour cette raison qu'un enseignement public est nécessaire. Les logiques marchandes de rentabilité ne sauraient s'appliquer à notre université et notre apprentissage, et l'institution publique est la garantie de ces libertés. Nous vivons dans un monde traversé de multiples crises. Perte de confiance en les institutions, crise climatique, division politique, précarité sociale et trop nombreuses autres. Mais en permettant à l'université d'être libre et en encourageant la diffusion de ses savoirs, nous combattrons ensemble de la meilleure manière possible. C'est en protégeant la liberté de l'université, en encourageant la diffusion, pour tous et pour le bien de tous, en soutenant la curiosité et l'indépendance de ses étudiants et chercheurs, que nous trouverons toute l'énergie et la motivation nécessaires, tout l'espoir pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui et des générations futures. Je vous remercie. On ne peut pas citer Angélique Kidjo sans citer évidemment Makeba. Elle chante avec cette même force, cette même joie, ce même rythme. Elle partage de la même manière. Je crois qu'il y a un chromosome caché chez les gens comme elle. Le chromosome de survie, c'est quelque chose dans l'ADN. Qu'on est survivante ou pas, qu'on peut porter cette lumière, qu'on peut prendre nos peines et les utiliser à faire du bien
Tous les artistes que j'ai connus qui sont passés par des notions d'exil sont évidemment beaucoup plus conscients, beaucoup plus forts, beaucoup plus impliqués dans une forme de réflexion. Et si ce sont des musiciens, je crois que ça se reflète dans leurs chansons. Je crois qu'Angélique Kidjo représente aujourd'hui tout ce qu'on espère en étant chanteuse féminine, simplement être. C'est une femme estimable. C'est une femme talentueuse, c'est une femme généreuse, mais c'est aussi une femme forte qui sait ce qu'elle veut. Mais Kidjo aussi, c'est quand même c'est de l'engagement ferme. Hein. Ce n'est pas symboliquement une petite phrase au hasard. Quand je dis qu'elle est généreuse, courageuse, lucide, elle ne se laisse pas manipuler. Hein. C'est vraiment une icône pour toutes les femmes, pas seulement pour le continent africain. Et ça, c'est très important, car elle représente de l'espoir, mais elle représente aussi quelqu'un qui partit de chez eux, qui était ailleurs et qui a fait un nom, qui est ambassadrice quelque part. Les femmes africaines que je connais, qui sont importantes d'un point de vue artistique par exemple, ne sont pas qu'artistes. C'est à partir du moment où on a d'autres centres de préoccupation, d'autres réalités vitales, qu'on peut encore davantage s'épanouir. Kidjo est quand même un modèle. C'est toujours clair, c'est jamais partial, c'est toujours... Et elle connaît les sociétés du Nord, et elle connaît aussi les engagements des gens d'Europe ou d'Amérique ou ailleurs qui s'engagent pour un équilibre dans la société et l'équité du monde. Les revendications fondamentales de Kidjo, de dignité, d'identité culturelle et de la participation africaine au monde, c'est fondamental. On se rend compte que tout est lié et que le futur de quelqu'un dépend d'autres personnes et qu'il y a une espèce de circonvolution, de mouvement qui fait que les choses se construisent, non pas d'une façon, comme c'est souvent le cas ici en Europe, individualiste, mais beaucoup plus collective. Elle représente une force féminine qui est redoutable. Elle a ça à travers sa voix. Quand elle chante, c'est magnifique. Si sa voix pouvait sortir de son corps, ça prendrait la forme d'une déesse, je crois. C'est très intéressant, cette force qui est auditive, visuelle. I don't know, elle nous transporte. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de cons à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église
Saint-Cernin illumine le soir. Une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois tes pavés au ma cité gasconne, tes trottoirs éventrés sur les tuyaux de gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un d'entre eux me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles? Au Montpaïs, au Toulouse. Au Toulouse. Monsieur le recteur, chers amis de l'Université catholique de Louvain, chère Angélique, votre réputation internationale de chanteuse et compositrice n'est plus à faire. Je ne citerai donc que les 4 Grammy Awards que vous avez reçus, dont celui pour l'album Ève, dédié aux femmes d'Afrique et à leur résilience. Vous êtes une artiste de scène qui prend la parole via le monde sensible, par le chant, les rythmes et la danse. Votre particularité? Au départ des traditions musicales d'Afrique de l'Ouest, vous composez une œuvre musicale métissée, portée par votre voix chaude et puissante. Une voix de femme qui ne s'embarrasse d'aucun artifice pour dénoncer les injustices faites aux femmes les plus vulnérables d'Afrique. Et ce que nous honorons ce jour, c'est bien ce qui anime votre art, à savoir votre désir farouche de lutter contre les abus aux droits humains et la façon dont vous le traduisez en actions concrètes et pacifiques. Retournons en arrière, rencontrer la petite fille que vous étiez, car on y trouve les fondements de votre militantisme. Originaire du Bénin, 7e de 10 enfants, vous grandissez auprès de parents convaincus du rôle primordial de l'éducation. Une famille dans laquelle filles et garçons sont traités à égalité et où les femmes plus âgées vous encouragent à devenir indépendantes. Autant de clés et de permissions à devenir une femme libre de se réaliser. Enfant, vous inventez d'ailleurs le mot « batanga » pour défier ceux qui vous disaient que les filles n'avaient pas leur place à l'école. En 2006, fidèle à vos racines, vous créez la Fondation Batanga, dont l'objectif est l'accès à l'éducation des adolescentes et des jeunes femmes les plus marginalisées au Bénin et dans d'autres pays africains. L'approche est ajustée aux spécificités locales. Les jeunes filles sont soutenues par des mentors féminins et tout est mis en œuvre pour cibler les plus vulnérables, les invisibles, tels que les orphelines, les mères adolescentes, les enfants mariés, les filles n'ayant jamais été scolarisées. Batanga incarne ainsi un partage des savoirs.
Partage du savoir des mentors vers les invisibles, bien sûr, mais aussi tout ce que l'existence même de ces invisibles nous enseigne. Nous voilà mis à l'épreuve dans notre capacité à reconnaître les inégalités. Voilà mise en lumière la logique de l'ordre social qui crée des invisibles. Et voilà démontrée la puissance d'une intention juste, bonne et nécessaire lorsqu'elle est assortie de moyens. Autant de constats à portée universelle dès que l'on pose le regard sur les exclus de l'espace commun de la cité. Outre la Fondation Batanga, vous voyagez dans le monde entier comme ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et vous collaborez avec Oxfam et Amnesty International. Votre voix est une caisse de résonance pour la justice sociale, la conscience environnementale, l'égalité des genres et la protection des plus vulnérables. Vos engagements illustrent la façon dont l'art est au service de la transformation des sociétés et prend une dimension politique en faveur de la démocratie. L'émancipation des femmes leur offre en effet le droit de choisir et d'agir, ce qui modifie les places respectives des femmes et des hommes en société et leurs interactions. Il reste à souhaiter, bien sûr, que cela se réalise dans une logique de co-création et de respect mutuel. Mais nous honorons ce jour une autre dimension angélique qui a renforcé mon enthousiasme à devenir votre marraine. Vous êtes une femme noire, au sens du poème de Léopold Sédar Senghor, qui, en 1945, célèbre de façon lyrique la femme noire comme une allégorie de la nature africaine, de sa beauté et de sa force. Vous avez à cœur de rendre à la terre d'Afrique ce qu'elle vous a donné, en honorant ses peuples, leur culture et leur souveraineté. Vous avez d'ailleurs, en 2017, porté en scène au Festival d'Avignon un spectacle intitulé « Femmes noires », où il était question justement de la puissance de la femme et de la terre d'Afrique. Ayant grandi au Sénégal, patrie de Senghor, j'ai dans mes cellules le goût de cette terre et son énergie magnifique, où les femmes jouent un rôle considérable. Angélique, vous êtes une femme noire que ne renierait pas le poète. Vous êtes aussi un modèle et une source d'inspiration pour toutes les femmes. La petite fille en vous le sait. Il est crucial, pour naître femme et devenir ses rêves, de prendre appui sur des modèles de valeurs et d'action. Et à ce titre, vous incarnez l'archétype de la femme réalisée, consciente et engagée. Si nous acceptons l'idée que notre expérience de la réalité est une projection de qui nous sommes, si, comme le dit votre autobiographie, la voix est le miroir de l'âme, alors le monde que vous projetez est généreux, juste, pacifique, coloré et beaucoup plus empathique. Un monde solidaire où les cœurs dialoguent et se réconcilient. En ces temps où les incertitudes et les risques de toutes sortes se démultiplient, écouter votre musique et suivre votre voix, c'est prendre un élan pour la vie sur des valeurs de liberté et de justice en prenant soin des plus vulnérables, en prenant soin de notre vulnérabilité, puisque bien sûr, rien n'est séparé. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous demander de décerner à Angélique Kidjo le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Merci. Attendu que Madame Angélique Kidjo, née en 1960 à Ouida, au Bénin, est une auteure, compositrice et chanteuse béninoise, reconnue internationalement pour son œuvre musicale. Attendu que, autodidacte, avec un tempérament de feu, et surnommée la reine de la musique africaine, elle est également une femme engagée pour l'amélioration de l'état du monde. Attendu que son œuvre musicale, enracinée dans les rythmes traditionnels d'Afrique de l'Ouest, est un manifeste pour la liberté d'expression, le dialogue et le respect interculturel, moteur de transformation individuelle et sociétale. Attendu que Madame Angélique Kidjo est une ardente avocate des droits humains, et ce depuis sa prime jeunesse.
Attendu que cet engagement humanitaire pour plus de justice sociale se manifeste au travers de sa fonction d'ambassadrice itinérante de l'UNICEF, de son engagement auprès d'Oxfam, de son soutien à l'initiative panafricaine Action positive pour les femmes en Afrique. Attendu que cet engagement militant lui a valu plusieurs prix, dont celui d'ambassadrice de la conscience d'Amnesty International en 2016. Attendu que sa voix célèbre le continent africain comme une terre d'espoir et de talent, riche de ses trésors culturels et de son histoire, et qu'elle a une vision et des projets concrets pour sa jeunesse. Attendu qu'elle a cofondé la fondation Batonga en 2006, qui vise à émanciper les jeunes femmes les plus vulnérables au Bénin, en leur donnant accès à l'éducation secondaire, et ce, pour qu'elles réalisent leurs rêves en femmes autonomes au sein de leur communauté. Attendu qu'elle prête sa voix et son image pour une transformation des sociétés par l'éducation, contre l'indifférence et la fatalité, pour un monde plus équitable dans lequel chaque existence humaine serait reconnue comme précieuse, et que ce soutien à la scolarisation, ce partage des savoirs, est en pleine cohérence avec les valeurs portées par Lucie Louvain. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons Madame Angélique Kidjo, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Bravo. Voilà, félicitations. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je suis émue, je suis très honorée de recevoir ce doctorat. Je ne sais pas si je le mérite en faisant ce que je dois faire, mais je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi. J'ai grandi dans une culture orale. J'ai eu la chance d'avoir deux grands-mères auprès desquels je pouvais poser des questions sans arrêt. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, qui m'aidaient à faire mes devoirs. En allant à l'école, j'ai appris la solidarité féminine dès le départ. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'était ce que disait mon père. L'éducation est la seule richesse que peut vous donner pour que votre futur soit meilleur. Que vous puissiez être des adultes responsables, prendre des décisions pour votre propre vie et pouvoir vivre avec les autres et vivre dans un monde en changement permanent. Pour moi, il était essentiel d'aller faire ce que d'autres n'avaient pas envie de faire, aller voir les invisibles et les femmes les plus vulnérables de mon continent et surtout de mon pays. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de cerveau. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Au contraire, on a une acuité du monde beaucoup plus poussée que ceux qui vivent dans l'aisance, car on sait que sa vie au quotidien, c'est une lutte permanente. Mais quand on donne l'opportunité à une jeune fille de prendre sa vie en main et qu'on voit cette personne devenir un autre être humain et qui continue à aider les autres autant qu'elle s'aide elle-même, le travail est fait à moitié. L'éducation ne doit pas être mercantile. C'est un droit humain. Il y va de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans le monde, qu'on éduque tout le monde et qu'on apprenne des choses vraiment. C'est quoi l'éducation? C'est la question qu'on doit se poser. Et comment est-ce qu'on peut apprendre des uns et des autres? Moi, je pense que l'éducation fondée sur ce que demandent les étudiants est la meilleure façon de faire, car ce n'est pas tous les enfants et ce n'est pas toutes les personnes qui réussissent dans les académies, dans les universités. Il y a une autre forme d'éducation. Est-ce qu'elles seront marginalisées ou acceptées au sein des universités qui nous apprendront d'autres choses? Il est important que tous, autant que nous sommes ici, étudiants, personnalités,
de penser chaque fois dans quel monde nous avons envie de vivre. Avons-nous envie de vivre avec une ignorance qui fait monter les extrêmes? Ou avons-nous envie de vivre dans un monde plus équitable et plus juste, où la femme n'est plus seulement un marchepied, mais un être humain digne de ce nom avec les mêmes droits que les hommes et les autres? Tant que nous, en tant que peuple de ce monde, nous penserons que les femmes ne comptent pas, nos sociétés échoueront. Les femmes africaines sont la colonne vertébrale de mon continent. Sans les femmes africaines, l'Afrique ne serait plus. Sans les femmes du monde entier, il n'y aurait plus de société. C'est nous qui portons les hommes et les filles, c'est nous qui les amenons dans ce monde. L'éducation des jeunes filles est cruciale pour l'économie de ce monde, pour la paix dans ce monde, pour la justice dans ce monde. J'y crois profondément, je le vois quand je suis avec les filles. Donc personne dans cette salle ne peut me dire que nous n'avons pas les moyens d'atteindre toutes les filles de ce monde, tous les jeunes garçons de ce monde. Il y a suffisamment d'argent pour qu'on éduque tout le monde. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on ne pourra pas être fier de se regarder tous les jours dans un miroir en se disant « je suis un être humain ». On est être humain quand on passe le savoir. On est être humain quand on a de l'empathie, de la compassion, de la compréhension, de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, nos différences sont nos forces, pas nos faiblesses. Je vous remercie. La connaissance est une richesse que l'on peut donner sans s'appauvrir. Je puis enseigner à un élève la théorie de la relativité ou lire avec lui une page de Montaigne, en entrant alors dans un miraculeux cercle vertueux où s'enrichissent en même temps celui qui donne et celui qui reçoit. C'est un grand savant, mais c'est aussi un intellectuel qui crée dans le monde de la solidarité, de l'amitié et une manière de regarder l'ancien temps comme utile au temps que nous vivons. Et de mon point de vue, c'est quelqu'un d'irremplaçable. Mais c'est aussi et surtout un humaniste, non pas au sens un peu mou que l'on donne aujourd'hui à ce terme, surtout dans le monde politique, mais un humaniste au sens de la Renaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché aux humanités, mais aussi qui s'intéresse au statut de l'homme et au rapport entre les humanités et l'homme. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Et un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots. Ce culte de l'inutile dont il a fait le thème d'un de ses ouvrages les plus extraordinaires, c'est véritablement ce qui fait que nous sommes des humains, ce qui fait que nous sommes capables, pour le plaisir, d'admirer une œuvre d'art, de lire un livre, et les livres de Nuccio se lisent comme des romans. Ce sont des livres de philologues, des livres exigeants, mais des livres qui nous font retrouver une liberté intérieure qui est sans doute le plus précieux des biens et que Nuccio cultive à la fois pour lui et beaucoup pour les autres. Il est pénible de voir des hommes et des femmes embarqués dans une course folle vers la terre promise du profit à cause de laquelle tout ce qui les entoure, la nature, les objets, les autres êtres humains, ne suscitent plus chez eux aucun intérêt. Garder le temps de la réflexion, le temps de la lecture approfondie, le temps de l'examen critique, le temps qui permet autour d'un texte de reconstituer son environnement historique, intellectuel, culturel, linguistique, c'est se donner à soi le temps intérieur d'une autre manière de vivre. Et notre époque obsédée de vitesse porte à cet égard tort à l'éducation qui demande un minimum de maturation. D'où la conclusion de Ionesco. S'il faut absolument que l'art serve à quelque chose, je dirais qu'il devrait servir à réapprendre aux gens qu'il y a des activités qui ne servent à rien et qu'il est indispensable qu'il y en ait. Nuccio Ordine a une vision politique de la culture, pas politicienne, politique, et il est extrêmement attentif à la nécessité
impliqués dans l'humanisme, du partage des connaissances. Le souci de Nuccio Ordine est de relier ceux et celles qui se croient des îles et d'en faire des archipels. C'est aussi quelque chose qui signifie que pour lui, il n'y a jamais de solitude. Comme il l'écrit, c'est le titre de son dernier ouvrage, les hommes ne sont pas des îles. Et Nuccio, c'est tout le contraire d'une île. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serais ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore. Bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, cher professeur Ordine, carissimo Nuccio, dans notre monde toujours plus connecté, la révolution numérique, la dématérialisation de l'information et l'émergence des réseaux sociaux ont provoqué une modification radicale de notre rapport au savoir, à l'enseignement et à l'autorité. De l'école fondamentale jusqu'à l'université, les maîtres sont confrontés à de nouveaux défis. Que faut-il enseigner? Comment? Et à quelle fin? Par ailleurs, notre économie néolibérale porte en elle les germes d'une marchandisation de l'enseignement. Le risque est grand que nos élèves et nos étudiants soient vus et se considèrent eux-mêmes comme les clients d'une entreprise qui doivent en priorité accumuler efficacement les crédits et acquérir un diplôme rentable plutôt que choisir librement une formation qui leur convienne et apprendre à devenir les citoyennes et les citoyens de demain.
Dans ce contexte, la thématique « Partager les savoirs » retenue à l'occasion de cette fête patronale semble particulièrement pertinente pour interroger le rôle de l'université en tant que centre de construction de savoir, lieu de transmission des connaissances et entité ouverte sur le monde. C'est l'occasion de réaffirmer la relation naturelle et indissociable entre formation universitaire et recherche fondamentale. L'université a pour vocation première d'élaborer gratuitement des savoirs potentiellement inutiles. Car la capacité à inventer et transmettre de savoir n'est rien de moins que la condition d'existence et de survie de toute communauté humaine. Depuis les premières sociétés, qui durent apprendre à fabriquer des outils, à maîtriser le feu, à se vêtir, et qui surent transmettre cette science de génération en génération pendant des millénaires, jusqu'à nos sociétés contemporaines, lesquelles se sont construites en capitalisant sur des siècles de savoir patiemment échafaudés, et pourtant ont parfois tendance à oublier cette dette, voire à mépriser cet héritage. Partager des savoirs implique de créer une relation qui transforme celle ou celui qui apprend, mais aussi celle ou celui qui enseigne, et d'instaurer des liens entre les différentes générations, tout en faisant société, ici et maintenant. Assurément, les modalités de partage des savoirs ont profondément évolué au fil des siècles. Les traditions orales multiséculaires ont progressivement disparu avec l'adoption de l'écriture, l'apparition des livres et la création des bibliothèques. Les sociétés grecques anciennes ont vécu cette métamorphose et ont instauré de nouvelles manières d'enseigner et d'apprendre. Ce mouvement a poursuivi son développement sous l'Empire romain, et les universités médiévales ont reproduit ces modèles à travers toute l'Europe, jusqu'à ce que l'invention de l'imprimerie, au milieu du XVe siècle, révolutionne de nouveau l'accès au savoir et inaugure une période de modernité. Dans cette optique, les bouleversements que nous connaissons actuellement dans l'échange et la diffusion des informations sont assurément une opportunité à saisir pour réinventer un monde nouveau, riche, ouvert, multiple, inclusif, à la condition toutefois de ne pas faire table rase des expériences du passé, mais au contraire de tirer profit du trésor immense que nous lèguent nos prédécesseurs. Pour ce faire, il est indispensable de cultiver dans nos sociétés la philosophie, les arts, les lettres, l'histoire, les sciences humaines, mais aussi les sciences tout court. En un mot, de réinvestir les humanités qui structuraient jadis les cursus scolaires antiques et médiévaux en visant à l'éducation d'hommes et de femmes libres. Aujourd'hui encore, la culture, par essence inutile et non rentable, doit occuper une place essentielle dans la pédagogie universitaire en ce qu'elle permet à nos étudiantes et nos étudiants de s'inscrire dans la longue tradition d'humanisme portée par notre université et de leur donner les clés pour comprendre et construire notre monde. Professeur Ordine, depuis près de 40 ans, par vos recherches et vos publications, vous vous consacrez entièrement aux différents aspects de la culture occidentale et à la question de l'accès au savoir. Vous avez en particulier publié en 2012 un manifeste remarqué sur la vie de l'esprit et sa gratuité fondatrice, avec pour titre éloquent « L'utilité de l'inutile ». Dans cet ouvrage, nourri par la fréquentation des plus grands philosophes et poètes, vous démontrez comment le culte de l'utilité et l'exigence des retombées pratiques finissent par dessécher l'intelligence et la sensibilité en mettant en péril les écoles et les universités, l'art et la créativité,
ainsi que certaines valeurs fondamentales comme la dignité humaine, la beauté, l'amour et la vérité. Votre message est clair. Il faut promouvoir l'éducation de toutes et tous, sauvegarder l'étude désintéressée et défendre le droit à la recherche détachée de toute autre finalité qu'elle-même. C'est-à-dire, somme toute, défendre l'essence même de la formation générale et de la recherche fondamentale. Avec beaucoup de simplicité et de clarté, vous êtes parvenus à revaloriser les principes de gratuité et de désintéressement qui rendent l'humanité plus humaine. Mis en œuvre dans notre université et nos universités, ces principes nous permettent de contrebalancer la quête effrénée du profit, d'éduquer les générations futures dans l'amour du bien commun, de la science et de la culture, et de rester fidèles à l'objectif défini voici bientôt 600 ans dans la bulle de fondation de notre alma mater, Sibi et aliis meliores effici, devenir toujours meilleur pour soi-même et pour les autres. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Recteur, j'ai l'honneur de vous demander d'attribuer à Monsieur Diamante Ordine di Nuccio le titre de docteur honoris causa de notre université. Merci. Tous les diplômes sont rédigés en latin, mais il y a une version traduite en français. Attendu que M. Diamante Ordine di Nuccio, né à Diamante en Italie en 1958, docteur en littérature, professeur à l'université de Calabre, est un spécialiste mondialement reconnu de l'histoire de la pensée occidentale, de la Renaissance jusqu'à nos jours, et qu'il a publié sur ce thème de nombreux travaux traduits dans plus de 20 langues, dont le chinois, le japonais, l'arabe et le russe. Attendu que Nuccio Ordine a dans son domaine de prédilection apporté une contribution majeure à la connaissance de l'œuvre et de la pensée de Giordano Bruno, remarquable philosophe et savant du XVIe siècle, qui malheureusement a terminé sur le bûcher. Attendu qu'à travers son rôle éminent dans le progrès et la diffusion de la science, Nuccio Ordine n'a de cesse de promouvoir l'accès au savoir et à la culture, et qu'il s'engage activement pour sauvegarder l'étude désintéressée et défendre le droit à la recherche détachée de toute autre finalité qu'elle-même. Attendu que dans son enseignement et dans ses conférences de par le monde, Nuccio Ordine fait preuve d'un grand souci pour partager les résultats de la recherche avec le public le plus large, et qu'en accordant une place de choix aux grands auteurs et artistes de tous les temps, connus ou moins connus, il cherche à préserver et à transmettre ce patrimoine intemporel. Attendu que Nuccio Ordine a été professeur invité dans plusieurs universités aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe, et qu'il est membre d'un grand nombre de sociétés savantes à travers le monde. Attendu que Nuccio Ordine est titulaire de nombreuses distinctions scientifiques et honorifiques, en particulier en Italie, en France et en Espagne, et qu'il a été promu docteur honoris causa de 4 universités au Brésil et au Chili. Il était temps de venir en Europe. Attendu qu'à ces divers titres, Nuccio Ordine est un véritable citoyen de la République des lettres, nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. Nuccio Ordine, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Félicitations. Merci. Bonsoir. Hier,
nous a quitté l'un des plus éminents critiques littéraires du XXe siècle, George Steiner. Il a été un grand ami, un grand maître pour moi. Il a été aussi docteur honoris causa de l'Université de Louvain en 1980. D'accord avec le recteur, on a pensé de faire un moment de silence en son honneur et je voudrais lui dédier ce soir mon doctorat honoris causa. Monsieur le recteur, Madame l'ambassadrice d'Italie, cher Charles Doyen, cher Marco Cavalieri, chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, les mots me manquent pour exprimer ma gratitude et mon émotion face au grand honneur que votre prestigieuse université a généreusement décidé de m'accorder. Je vais tenter de répondre brièvement aux questions importantes qui m'ont été posées. Et pour aller sans attendre au cœur de mes réflexions, je voudrais partir d'un roman prophétique de Charles Dickens, où s'entrevoient les dangers issus d'une conception utilitariste et mercantiliste de l'éducation. Nous sommes à Coketown, au Royaume-Uni, une cité industrielle où comptent seulement les faits, l'argent, la production et le marché. Je cite, du fait, partout du fait dans l'aspect matériel de la ville, du fait, partout dans son aspect immatériel. L'école n'était que fait, l'école de dessin industriel n'était que fait, et il n'y avait que des faits entre la maternité et le cimetière. Et tout ce qui ne pouvait s'évaluer en chiffres, ou tout ce qui ne pouvait s'acheter au plus bas et se revendre au plus haut n'existait pas et ne devait jamais exister dans les siècles des siècles. Amen. Une cité dont tous les habitants accomplissent les mêmes gestes et font les mêmes choses. Je cite, « Gens également semblables les uns aux autres, qui tous sortaient en rentrant et rentraient aux mêmes heures, marchant du même pas sur le même trottoir pour aller faire le même travail et pour qui chaque journée était semblable à celle de la veille et à celle du lendemain. » Dans ce contexte, dominé par l'uniformisation et l'aliénation, même l'école doit se plier aux intérêts du marché et du profit. Les propos du gros banquier Banderby et du pédagogue Grandegreen reflètent les lignes directrices d'une éducation visant à combattre tout ce qui s'oppose à la matérialité des faits et à la production. Hostile à un enseignement qui serait ouvert à la curiositas, à l'imagination et au sentiment, Grandegreen est représenté, je cite, avec une règle et une balance et la table des multiplications toujours dans la poche. Pour lui, l'éducation et la vie se réduisent, je cite, à une pure affaire de chiffres, à un simple calcul arithmétique. Les élèves sont de même considérés, je cite, comme des petits pichets assis devant lui et qui allaient si bien être remplis de faits. Cette description prémonitoire est aujourd'hui malheureusement devenue réalité. Depuis de nombreuses années, à présent, les paramètres internationaux de l'éducation sont conditionnés toujours davantage par les directives d'agences transnationales publiques et privées dont la finance et le commerce sont la raison d'être. C'est aux experts de la Banque mondiale, de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Organisation mondiale du commerce
qui revient la tâche d'indiquer les critères pertinents pour l'évaluation de l'apprentissage dans les écoles des États membres. La même logique est à l'œuvre dans les critères quantitatifs qui déterminent aujourd'hui les avis de concours et la distribution des financements pour les universités et la recherche scientifique. Rapidité, immédiateté, production, court terme, professionnalisation, marché, monolinguisme n'admettant que l'anglais sont quelques-uns des concepts clés. Les résultats de ces tendances, les fruits de la pédagogie marchande commencent à être connus. En Italie, par exemple, le dernier test auquel ont été soumis les élèves du primaire en mai 2018 contenait la question suivante, formulée qui plus est dans un très mauvais italien. Je cite, « En pensant en ton futur, dans quelle mesure penses-tu » Moi, je l'aurais souligné pour un élève qui écrit une chose comme ça, mais je vais passer là-dessus. « En pensant à ton futur, dans quelle mesure penses-tu que soient vraies les phrases suivantes ? J'aurai toujours assez d'argent pour vivre. Je réussirai à acheter les choses que je veux. Demander à des enfants qui ont entre 7 et 10 ans s'ils auront assez d'argent pour vivre et s'ils réussiront à acheter les choses qu'ils veulent constitue un crime, je le souligne, un crime qui semble pourtant ne susciter aucune indignation. Il est apparemment bien admis que le but de l'éducation, en parfait accord avec la religion du profit qui domine désormais le monde entier, doit être de façonner des futurs consommateurs. Écoles et universités vont progressivement fabriquer à la chaîne des bataillons d'entrepreneurs et d'acheteurs. Les principes idéologiques défendus chez Dickens par le banquier Bounderby et le pédagogue Grandegreen s'incarnent désormais dans un lexique emprunté exclusivement au monde de l'économie. Les deux premiers termes auxquels sont confrontés nos étudiants de leurs inscriptions à l'université sont crédit et débit. Il faut réfléchir sur ça. Et tandis qu'en Europe, tous les gouvernements font des coupes sombres dans le budget de l'éducation, on finance partout massivement la didactique digitale. On s'imagine que l'école moderne est assurée par les ordinateurs et la mise en réseau et qu'on n'a plus que faire des bons professeurs. La leçon magistrale qui, depuis Socrate jusqu'aux dernières décennies, valorisait la relation directe entre maître et élève est désormais considérée comme un outil désuet et obsolète auquel il faut substituer des spectaculaires logiciels didactiques multimédia. Nous sommes en train d'oublier qu'aucun ordinateur ne pourra jamais changer la vie d'un étudiant et qu'au fil des siècles, que ce soit dans une petite classe d'Afrique ou de Calabre, ou bien dans une école occidentale renommée, seuls les bons professeurs ont réussi dans l'anonymat et la discrétion à changer le destin de leurs élèves. Pour cette raison, je partage toujours avec mes étudiants une lettre que Albert Camus, en 1957, envoya à son professeur du collège d'Alger, quelques jours après avoir appris qu'il recevait le prix Nobel. Je voudrais relire avec vous ces quelques lignes qui condensent la conception la plus haute et la plus noble de l'enseignement. Je cite, « Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur
que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand je n'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais. Sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Voilà pourquoi je considère la présente cérémonie comme une occasion unique de réfléchir ensemble à la vraie mission de l'enseignement et de la recherche. Les professeurs ne sont pas des managers ni des pourvoyeurs d'affaires. L'école et l'université ne sont pas des entreprises qui vendent des diplômes. Les étudiants ne sont pas des clients qui acquièrent des passeports pour le monde du travail. On n'étudie pas seulement pour apprendre un métier. Il n'est pas vrai que n'est utile que ce qui produit profit et gain. Et a fortiori, les laboratoires scientifiques ne sont pas des distributeurs automatiques dans lesquels les entreprises investissent pour sélectionner et acquérir les produits de leur choix. Le même discours vaut pour l'évaluation. Née avec l'intention louable de mesurer la qualité, elle mesure au contraire la quantité et oriente de plus en plus la recherche et l'enseignement en leur indiquant la direction à suivre dans le futur pour caracoler au sommet des classements et étalonnages de tout type. Or, c'est maintenant la priorité donnée au business qui est à la base de tous les choix. Il s'agit d'obtenir des financements, d'occuper la tête des hiérarchies, de recevoir des attestations d'excellence, des écoles élémentaires aux grands laboratoires. Le profit et le marché sont désormais les ressorts décisifs. Défendre la fonction civique de l'éducation et du savoir, l'importance de la recherche fondamentale à long terme, la valeur en soi de la connaissance, le caractère indispensable des disciplines humanistes, l'essentialité de ce qui est gratuit et désintéressé, défendre donc tout cela signifie défendre non seulement les écoles et les universités, mais surtout l'avenir de la démocratie et du vivre ensemble. Cela signifie cultiver les principes éthiques qui peuvent contribuer à rendre plus humaine l'humanité. Mais il y a plus. La cérémonie de ce soir fait échec de façon éclatante aux dangereux slogans qui polluent la vie politique mondiale depuis quelques années. America first, la France d'abord, prima gli italiani, Brasil acima de tutto, toute formule fallacieuse véhiculant une conception dévoyée et misérable de l'identité et de la patrie. Notre patrie ne peut se limiter au lieu de notre naissance. Ce serait tellement étroit. Je me rappelle encore, avec émotion, la découverte que je fis en étudiant dans l'auguste salle de la Bibliothèque nationale de France, à l'époque rue Richelieu, au début de ma carrière de chercheur. J'étais en train de lire un dialogue de Giordano Bruno, le de la cause du principe et de l'un, quand une phrase retint plus particulièrement mon attention. Je cite, « Au vrai philosophe, tout terrain est patrie. Ce que suggérait
le grand philosophe réduit en cendres au Campo dei Fiori à Rome le 17 février 1600, sait qu'une patrie peut consister en ce lieu où il est possible d'avoir une bibliothèque, des livres, des bons maîtres, des collègues érudits avec qui discuter et apprendre dans une pleine liberté de pensée et de parole. Cette phrase, je l'avais déjà lue plusieurs fois précédemment, mais ce n'est qu'à ce moment, dans la salle de lecture de la Bibliothèque nationale, que j'ai compris que la France était en train de devenir pour moi une nouvelle et importante patrie. En d'autres termes, mais toujours d'une manière profonde, Marguerite Yourcenar nous a rappelé, à travers les paroles de l'empereur Adrien, que les livres eux-mêmes aussi peuvent constituer une authentique patrie. Je cite, « Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil sur soi-même. Mes premières patries ont été des livres. » Et ce soir, en exprimant ma fierté d'appartenir désormais à votre communauté académique, j'ai le privilège d'ajouter une autre patrie à celle que j'ai déjà acquise ailleurs au cours de mon existence de lecteur et de professeur. Grâce à vous, j'ai pu faire un autre pas pour réaliser une aspiration qu'Erasme de Rotterdam, dont les paroles résonnent encore dans les antiques murs de Louvain, avait formulée avec tant d'élégance. Je cite, « Ego mundi civis esse cupio » je désire être citoyen du monde. La littérature, la philosophie, la musique, l'art, la recherche scientifique fondamentale nous enseignent que nous vivons tous dans une unique et seule patrie, qui est la grande patrie de l'humanité. Puisse l'effort que nous accomplissons pour dépasser le périmètre étroit de nos égoïsmes donner un sens fort à nos existences, car, comme le rappelait Sénèque, nous ne pouvons vivre concrètement pour nous-mêmes que quand nous parvenons authentiquement à vivre pour les autres. Je cite, « Alteri vivas oportet si vis tibi vivere » Vis pour autrui si tu veux vivre pour toi. Merci beaucoup. François est chercheur et également cofondateur et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, et c'est surtout une personne qui aime partager et ouvrir les horizons à tous ceux qui ont envie d'agir et d'innover au service des plus jeunes. Il est extrêmement partageux, parce que je crois dans la famille on l'est de façon générale, parce qu'il est très communicant, donc il a toujours envie de partager, de faire connaître, de transmettre et de recevoir. Il a eu le goût de la spéculation intellectuelle depuis le plus jeune âge, à travers d'abord les jeux, les échecs notamment, et puis ensuite celui de la vie scientifique, mais c'est un intellectuel engagé. C'est aussi un rêveur, et finalement c'est à se demander si c'est pas parce que c'est un rêveur que c'est un penseur et que finalement c'est un homme d'action aussi. Voilà. Donc moi c'est ces trois dimensions qui sont assez fascinantes chez lui. À différents moments de son propre itinéraire, il a été choqué par un certain nombre d'éléments de blocage qu'il pouvait rencontrer, et il a vu ensuite que ça risquait de se renouveler au niveau de ses enfants. Dans son livre, il parle de
à juste titre, de son allergie à l'autorité. Pour beaucoup d'élèves, l'école, c'est l'apprentissage implicite, parfois même explicite, de la subordination à l'adulte et de la compétition entre élèves. Les défis du XXIe siècle, il faut qu'on les porte tous ensemble, sans être en compétition, mais en étant en collaboration, et aussi sans se soumettre à une autorité juste parce que c'est une autorité. Ici, il n'y a pas d'hiérarchie entre le sachant, avec son savoir abstrait, et les savoirs professionnels. Ici, il y a une véritable volonté d'agir ensemble. Qu'est-ce que apprendre? Comment on peut inventer apprendre? Comment on peut inventer autant de manières d'apprendre qu'il existe de finalités? Il ne s'agit pas de prédéterminer les finalités et de les assujettir et de les figer. On les invente, on les réinvente avec notre temps. Oui, alors moi, depuis que je suis petit, on me dit qu'il faut que je travaille bien à l'école pour ne pas être au chômage, en fait. Et l'idée qu'on aille à l'école pour se construire en tant que personne est progressivement sortie du champ de l'éducation, parce que voilà, il faut surtout réussir à avoir un métier pour pouvoir gagner sa vie. Et je crois que c'est une des dimensions de l'éducation, mais c'est vraiment la petite porte. Cette opposition, apprendre pour le plaisir d'apprendre, apprendre pour avoir un emploi, apprendre pour avoir un diplôme, apprendre pour devenir citoyen, ce sont autant des finalités, et il y en aura d'autres, et il y en a toujours d'autres. Aujourd'hui, c'est apprendre pour pouvoir militer pour la préservation de l'environnement. Il y aura toujours des finalités, enfin, les combinaisons de finalités de l'acte d'apprendre sont interminables. Quand il est venu en Corse, le directeur académique lui a dit « Pour vous, quelles sont les 3 compétences que les élèves doivent acquérir pour vivre au XXIe siècle ?» Et il a dit être empathique, collaborer et relever des défis. Ça, c'est vraiment le message profond du CRI. Apprendre, c'est pour pouvoir exercer la citoyenneté de manière libre et éclairée. Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors moi je dis Altatou. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois avaler tout ça, alors je dis Altatou. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors moi je dis Altatou. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse. Savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture pour écrire des mots rebelles à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors moi je dis Altatou. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis Altatou. Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Cher Monsieur Tadei, cher François,
Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, chères étudiantes, chers étudiants, le monde change. Combien d'entre nous cherchent encore une information ponctuelle dans un dictionnaire ou une encyclopédie? Pourtant, nos universités peuvent donner l'impression de n'avoir pas fondamentalement changé leur façon de transmettre le savoir. Dans ce contexte, nous voudrions souligner ce soir le travail de pionnier qu'a entrepris François Taddeï depuis de nombreuses années. François Taddeï a un parcours remarquable. Enfant, il se passionne d'abord pour les échecs. Plus tard, il sera de ce fait particulièrement marqué par la défaite de Garry Kasparov face à l'ordinateur d'IBM Deep Blue en 1997. Il réalise alors l'importance que va prendre l'intelligence artificielle et le numérique dans notre monde. Ingénieur diplômé de la prestigieuse École polytechnique de Paris, il découvre la recherche et intègre ingénierie et biologie pour réaliser une thèse de doctorat en génétique bactérienne. Ces recherches le mènent rapidement vers les sommets, illustrés par des publications dans les meilleurs journaux scientifiques et une prestigieuse nomination à l'INSERM. La voie semblait toute tracée pour une carrière brillante et linéaire en microbiologie. C'était sans compter sans la curiosité de François Taddeï et sa capacité à poser des questions, beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions, en particulier sur l'enseignement. Il fonde un petit groupe de discussion interdisciplinaire, provisoirement installé dans la cafétéria de son unité de recherche. Ce groupe va progressivement grandir, il nous dit qu'il double tous les 18 mois, et s'installe au fond d'un couloir, puis va finalement dévorer le laboratoire de génétique, le centre de recherche interdisciplinaire, CRI ou CRI, est né. Ce centre, qui accueille maintenant 500 chercheurs et étudiants venus du monde entier, est résolument tourné vers la pédagogie et le numérique, tout en gardant un ancrage bio-inspiré, hérité du laboratoire de génétique. François Taddeï définit lui-même ce lieu comme un hub qui héberge des gens qui veulent essayer autre chose, soulignant ainsi la culture de l'innovation qui y règne. Il parle aussi de collaboratoire, un mot que nous avons beaucoup apprécié, le recteur et moi. Encore un joli néologisme, et Dieu sait si François Taddeï aime les nouveaux mots, un endroit où l'ensemble est supérieur à la somme des individus qui le constituent. Cher Monsieur Taddeï, cher François, vous nous avez conviés à visiter ce lieu hors norme que vous avez créé et nous tenions à sincèrement vous remercier pour votre accueil particulièrement chaleureux. Nous avons été frappés, lors de notre visite, par la position centrale de l'étudiant dans votre institution. Vous leur donnez la possibilité de définir leur propre projet que vous financez, mais aussi d'interagir librement dans un cadre de liberté évolutif et fécond que vous nommez la clé de la réussite. Certains étudiants du CRI ont par ailleurs participé au design du bâtiment qui les héberge. En d'autres termes, vous faites confiance à vos étudiants. Vous êtes dans une relation de coaching bienveillant. En fait, vous êtes un enseignant optimiste, et c'est remarquable. Un enseignant qui croit viscéralement en la capacité des étudiants à se dépasser si on leur en donne les moyens. Votre approche implique, bien sûr, de les motiver par une pédagogie innovante, par la recherche, voire également par le jeu. Pour vous, apprendre doit être passionnant. Apprendre doit être amusant. Vous avez écrit être profondément marqué par les quartiers défavorisés dès votre enfance. Très rapidement, l'éducation pour toutes et tous devient un sujet d'attention pour vous, illustré par votre programme des aventuriers. Vous dites d'ailleurs souvent que nous naissons tous chercheurs. À cette image, les aventuriers sont des écoliers et des écolières
qui, encadrés par une chercheuse ou un chercheur, vont mener et développer un sujet de recherche, par exemple l'observation de la vie d'une fourmilière dans la cour de l'école. Ils confondent alors leurs observations avec la littérature disponible à l'école, à la bibliothèque ou sur la toile. Ils débattent de l'interprétation de leurs résultats et publient même leurs conclusions. Ces activités n'ont évidemment pas pour but de mémoriser des informations, mais bien de développer la curiosité, le sens critique, la recherche d'informations fiables, le travail en groupe et l'éthique, qui sont des compétences essentielles dans notre monde hyper connecté aujourd'hui. Dans ce projet, vous nous proposez en fait de redéfinir la liste des compétences à acquérir au travers de nos systèmes éducatifs. À l'élitisme, vous opposez la nécessaire collaboration entre individus qu'Internet rend aujourd'hui possible à l'échelle planétaire. À l'individualisme, vous opposez l'intelligence collective comme outil pour réinventer nos sociétés et nos démocraties et pour créer ce que vous appelez une planète apprenante. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Recteur, nous avons l'honneur de vous demander de décerner à Monsieur François Tadei le titre de docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Merci. Attendu que M. François Tadei est ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts de l'École polytechnique, docteur en génétique et directeur de recherche à l'INSERM. Attendu que François Tadei a cofondé et qu'il dirige le Centre de recherche interdisciplinaire, ou CRI, qui expérimente et dissémine des méthodes innovantes d'apprentissage et de recherche aux frontières entre les sciences de la vie, l'éducation et le numérique. Attendu qu'il a contribué à la mise en place du programme S'aventurier, un beau mot, une école de la recherche qui promeut l'éducation des enfants par l'expérimentation, en particulier dans les quartiers défavorisés. Attendu que François Tadei soutient l'intelligence collective comme outil pour s'attaquer aux défis de notre société. Attendu qu'il collabore avec l'UNESCO pour la mise en place du projet Planète apprenante, qui contribuera à élaborer des politiques d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie, à l'heure de l'intelligence artificielle. Attendu que François Tadei milite pour le développement durable par l'éducation. Attendu qu'il a développé une recherche innovante et originale dans le domaine de la génétique moléculaire, de l'évolution et du vieillissement des populations bactériennes. Attendu qu'il soutient avec force l'open science, l'open education, l'open art et l'open innovation dont les valeurs sont chères à notre alma mater. Je rajoute un attendu. Attendu que, pour la première fois dans ma vie de recteur, je remets un docteur honoris causa à un porteur d'une calotte de l'UC Louvain. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. François Tadei, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Merci à tous. Je suis plus qu'ému d'être ici aujourd'hui pour bien des raisons qui ont été énoncées. Et peut-être, je voudrais remercier l'ensemble de l'université, bien sûr, le recteur, tous ceux qui m'ont nommé, et en particulier mon parrain et ma marraine. Et ma marraine, sa langue a cru fourcher tout à l'heure, et je pense que non. Quand elle a dit que j'étais un étudiant et pas un enseignant, je pense qu'elle a fondamentalement raison. Merci. Je pense que
il y a beaucoup de jours de ma vie, probablement tous les jours de ma vie, où j'ai appris quelque chose. Mais depuis 2 jours, j'ai peut-être appris plus encore que jamais. Donc merci de faire de moi un diplômé de cette université et qui devient notre université. Et donc merci vraiment, je suis plus qu'honoré d'être en plus avec de grands esprits, très inspirants, que je remercie également. Et puis j'ai eu le privilège de regarder un peu la liste des docteurs honoris causa du passé, et c'est très intimidant. Et je voudrais au passage saluer une grande amie, Claudie Aigneret, qui était ici même l'année dernière, si j'ai bien compris. Je voudrais saluer tous ceux qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, ma famille, mes amis, ceux qui m'ont permis d'apprendre tant et tant, certainement mes enseignants, certainement mes parents, mais aussi l'ensemble de ma famille, l'ensemble de mes proches, et en particulier mes enfants. Je pense avoir beaucoup appris d'eux. Je ne suis pas sûr de leur avoir transmis beaucoup, mais je leur ai certainement beaucoup appris d'eux, comme j'ai beaucoup appris de mes étudiants. Et je pense que hier encore, j'ai appris de nos étudiants, les étudiants de cette université, de leur énergie, de leur enthousiasme, de leur volonté de s'engager. J'ai été particulièrement marqué par un événement que nous avons co-designé avec mes parrains et marraines et l'ensemble de ceux qui ont voulu jouer le jeu, qui était de mettre les étudiants sur scène pour les inviter à nous décrire quel futur pour l'université ils imaginaient pour 2050. Et 2050, c'est une époque intéressante. Je pense qu'une bonne partie de ceux qui portent une toge aujourd'hui seront pas forcément dans les mêmes fonctions d'ici là. Par contre, une bonne partie des étudiants d'aujourd'hui seront dans d'autres circonstances. Peut-être certains porteront la toge, peut-être certains seront devenus des parents d'étudiants porteurs de calottes, et en tout cas d'engagement et de valeur. Parce que je pense que cette université qui a une longue histoire, à mon avis, est promise à un bel avenir, parce que fondamentalement, je la sens ouverte au monde, ouverte à ses étudiants, ouverte à la volonté de porter des valeurs, à la volonté de s'engager, à la volonté de prendre soin de ses étudiants, de ses personnels, à prendre soin de sa communauté, à prendre soin de son pays, à prendre soin de notre continent, à prendre soin de notre planète. Et je pense que c'est absolument indispensable si on veut que l'université du futur s'invente. Je pense qu'elle a besoin d'être inventée avec tous les acteurs. Je doute qu'une intelligence artificielle soit un recteur aussi avisé que celui que nous avons aujourd'hui. Il y aura peut-être un président des États-Unis qui sera une intelligence artificielle plus avisée que celui qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'on a besoin de co-inventer l'avenir et de le faire avec tous les acteurs. Et je pense que l'université est probablement ce laboratoire de l'avenir. Elle a évidemment une longue histoire, elle a une grande richesse, ça a été évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'elle est promise à un bel avenir si elle sait se mettre au service des défis de notre temps. Et les défis de notre temps, vous les connaissez tous, ce sont ces défis climatiques, environnementaux, sociétaux, ces défis que nous pose la technologie, ces défis où on a besoin de réinventer notre humanité pour qu'elle soit toujours plus humaine et pas simplement manipulée par la technologie ou les intérêts financiers. Je pense que cette humanité, elle a besoin de se nourrir d'une autre forme d'IA, l'intelligence ancestrale, dans toutes les cultures, et je suis particulièrement heureux que ce soir différentes cultures soient représentées. Il y en a encore évidemment bien d'autres, mais tout le monde ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de célébrer la diversité de ces intelligences ancestrales, qu'on a besoin d'y puiser des formes de sagesse qui pourront peut-être nous aider à penser demain. Et je pense que plus on sait d'où on vient, plus on analyse où on est, plus on peut penser où l'on va. Et je pense que si on est capable de faire ça individuellement et collectivement, alors il peut se passer des choses vraiment intéressantes. C'est vrai que l'actualité peut être angoissante, l'éco-anxiété s'ajoute à toute autre forme d'anxiété qui préexistait. C'est vrai qu'on a toujours plus de défis à relever, non seulement individuellement et collectivement, localement, comme ça a toujours été le cas, mais maintenant on a des défis globaux à relever. Et ces défis globaux, je pense qu'on a besoin d'une intelligence collective globale. C'est un peu ça qu'on évoque quand on parle de planète apprenante. En tant que biologiste de l'évolution,
si on regarde la vie sur notre planète, peut-être que notre planète est devenue apprenante dès que la vie est apparue, parce que la vie est le premier moteur d'apprentissage, l'évolution est la manière d'apprendre à relever des défis pour tous les organismes vivants. Mais aujourd'hui, pour la première fois, on a des défis globaux et on a des capacités globales de communiquer et de mobiliser l'intelligence collective. Sachant que ces outils sont aussi des outils de bêtise collective et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très bons pour manipuler nos émotions et nous faire basculer dans cette bêtise collective. Ça a toujours existé des manipulateurs, et c'est pour ça que l'esprit critique est aussi important. Mais aujourd'hui, on a probablement besoin d'inventer d'autres formes d'esprit critique et qui passent à l'échelle, qui nous aident à identifier ce qui fait sens pour nous en tant qu'individus, pour nous en tant que collectif, pour nous en tant qu'humanité, et pour nous en tant qu'êtres vivants qui avons la chance d'habiter sur une planète dont peut-être que Confucius la qualifierait de seconde planète. Alors je vais expliciter. Confucius disait qu'il y a 2 vies pour chaque être humain, et que la deuxième vie commence lorsqu'on sait qu'on est vulnérable, lorsqu'on sait qu'on n'a qu'une vie, lorsqu'on sait que nos ressources sont finies, et qu'aucun d'entre nous n'est divin et immortel. Peut-être que aujourd'hui, il est temps de penser une deuxième planète, c'est-à-dire une planète qui se sait finie, qui sait que nos ressources sont limitées, qui se sait vulnérable et qui prend soin de l'ensemble d'entre nous, sachant que nous sommes tous nés vulnérables. Ce ne sera peut-être pas le cas des intelligences artificielles demain, mais nous, en tant qu'intelligence, nous avons la conscience de notre vulnérabilité. Et peut-être que cette conscience de notre vulnérabilité doit être au cœur de notre humanité. On est tous nés vulnérables, on mourra tous vulnérables. Et entre-temps, on vit tous de grands moments de vulnérabilité, mais aussi de grands moments de joie et de bonheur et de solidarité. Et je pense que ces moments de joie, de solidarité, de coopération sont ce qui me fait espérer qu'un autre avenir que celui des prophètes de malheur nous soit offert, et en particulier si on sait transmettre cette joie, cet optimisme, cette volonté d'agir ensemble que l'on voit aujourd'hui dans la rue. Je ne sais pas comment c'était en Belgique pour notre génération, mais je crois qu'au moins en France et probablement partout dans le monde, c'est la première génération qui manifeste au nom de la science et au niveau qui demande que collectivement on agisse. Et je pense que je veux saluer tous les étudiants qui sont présents aujourd'hui et puis tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qui viendront demain dans cette université et qui probablement seront invités à réinventer l'université pour réinventer non seulement leur trajectoire personnelle, mais notre trajectoire collective. Aujourd'hui, quand on voit un certain nombre d'analyses, on s'aperçoit que les gens qui fréquentent les universités, par exemple les médecins, à mesure qu'ils avancent dans leur carrière, trop d'analyses montrent que beaucoup d'entre eux perdent leur empathie. Les ingénieurs, plus ils avancent dans leur carrière, moins leur capacité à penser éthique est développée. Et ceux qui sont en école de management s'en sortent pas beaucoup mieux parce qu'en moyenne, c'est leur capacité à coopérer qui diminue avec le nombre d'années qu'ils passent dans une université. Ces faits, je sais certainement pas ici, évidemment, moi, me touche au fond parce qu'on peut croire effectivement que le savoir est la forme d'émancipation et la forme qui nous aidera tous, non seulement à réussir individuellement, mais à penser le collectif et à penser des manières de s'en sortir tous ensemble. Je pense que si ces faits sont avérés dans toujours plus d'universités, je pense qu'il est urgent de repenser la place de l'université, la place de nos apprentissages, la place de l'éthique, la place de nos valeurs. Et peut-être que pour conclure, je citerai T.S. Eliot, puisque les orateurs précédents ont fait preuve d'une plus que grande érudition. C'est un petit peu difficile de le faire, a fortiori de mémoire, mais de mémoire, T.S. Eliot disait que nous avons... Il demandait où est passée la vie que nous avons perdue en la vivant, où est passée la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance, et où est passée la connaissance que nous avons perdue dans l'information. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être même ajouter où est passée l'information qu'on perd dans les données. On a un tsunami de données, on a toujours plus d'informations, mais comment les transformer en connaissances, comment les transformer en sagesse, comment en faire quelque chose qui soit utile à la vie, utile au sens de l'inutile et du beau, de l'émancipateur et de la capacité à trouver du sens. Je pense qu'une université qui sait prendre soin,
une université qui sait aider chacun à trouver du sens, est une université qui contribuera au monde de demain et peut-être à réinverser la logique de ce poème de T.S. Eliot pour faire qu'on puisse passer des données à l'information, de l'information à la connaissance, de la connaissance à la sagesse, et mettre cette sagesse au service de la vie. Merci. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence ce soir, pour cette magnifique cérémonie. Alors elle nécessite évidemment de très nombreuses préparations, et ceci pour moi, je ne vais pas tous les citer, mais de remercier très chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la préparation de cette cérémonie, et à vous inviter toutes et tous à rejoindre. Il y aura un moment éventuellement de rencontre aussi avec nos docteurs Noescosa, avec les parrains marraines. N'hésitez pas à venir les retrouver ici dans le hall de l'Aula Magna. Merci à toutes et tous et à tous ceux qui ont contribué à cette soirée. Merci.